Heureux tout le monde, c'est le dernier atelier. J'espère que vous avez bien profité jusqu'ici. Il y a encore des sourires sur les visages, normalement, oui. Ok, c'est le dernier atelier, plein d'énergie. Carole, je la connais, on se connaît très bien. Ça va être pétillant. Il n'y a pas de vrai sujet, c'est plutôt histoire d'entrepreneur. Et ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un peu les thèmes vus aujourd'hui dans les différents ateliers. Et potentiellement, on se le ferait en 15 minutes et après, on fait du question-réponse parce que je suis sûre que vous avez plein de questions pour elle. Si vous n'en avez pas, de toute façon, vous inquiétez pas, j'en aurai plein. Ça va, Carole ? Moi, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Donc, je vous découvre alors que ça fait un moment que vous êtes là. Il est 17h, je pense que vous êtes tous claqués, vous avez tous faim, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous avez envie de boire, de manger. T'inquiète, on a fait une pause au milieu. On va essayer de faire un truc cool et dynamique. Et ouais, non, c'est une bonne idée de garder pas mal de temps pour les questions-réponses. Bon, ben on fait ça. Trop bien. Rentrons dans le vif du sujet. Carole, du coup, je t'ai même pas présentée. Je crois que j'ai parlé de toi juste avant parce qu'il y avait une question sur se lancer seul ou être associé. Bref, est-ce que tu peux nous faire un petit récap quand même ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as lancé ? Pourquoi ? Ouais, donc, je m'appelle Carole, je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle June, que j'ai créée toute seule, en effet, il y a 5 ans et demi. J'ai un parcours totalement atypique à la base. Je suis prof de littérature à l'université et écrivain. J'ai jamais fait d'école de commerce et j'ai monté une première boîte qui a été un four total, mais vraiment, vraiment bien raté, quoi. C'est bien parce qu'on était sur l'art des choses. Mais je t'ai écouté juste avant. Et voilà, et après je me suis promis de plus jamais remonter de boîte de ma vie. Ça a duré 6 mois, c'est un peu comme après une rupture, tu te dis plus jamais je me mets en couple, ah non c'est horrible. Et en fait 6 mois plus tard tu y retournes. Et voilà, et 6 mois après j'ai monté June, alors que j'avais pas d'enfants, j'avais pas une passion absolue pour les enfants, tu vois, c'était pas ma passion dans la vie. J'avais encore moins une passion pour les couches, ça aurait été très bizarre. Voilà. Et donc j'ai monté cette marque qui s'appelle June et on fabriquait des couches. On a commencé en faisant des couches pour bébés, un peu comme toi t'as lancé avec le déo Respire et puis après tu fais plein d'autres produits parce qu'en fait tu as une communauté qui a envie d'avoir plein d'autres produits que juste des couches et voilà, donc on a grandi comme ça. Maintenant ça fait 5 ans et demi, on est présent dans une 30-40 pays, on est une 50aine de salariés, on est rentable, voilà, donc petite histoire de June très courte, mais sinon je peux en parler pendant des heures et c'est très trop. Non mais c'est génial, je te l'ai même pas demandé, tu as respecté le pitch en 2 phrases que n'ont pas du tout respecté Tigrane et Guillaume tout à l'heure, d'ailleurs, on va se le dire. Du coup, l'art du pitch, on l'a déjà fait. Est-ce que ton histoire, ce que tu as raconté au début, est-ce que ton message a évolué ? Non, tu racontes toujours la même chose. Mais en fait, c'est très lié. Alors déjà, il y a un truc utile à dire, c'est comment je relie ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Donc avant, j'étais prof à la fac, j'étais comédienne, j'ai écrit des bouquins, machin. Aujourd'hui, je crée des produits et je crée une marque. C'est la même chose. C'est un fil de création que je tire à travers le temps et en fonction de où je suis dans ma vie, soit je crée un personnage, soit je crée un bouquin, soit je crée une marque, un produit. Donc déjà, ça entre guillemets, ça justifie. Et après, c'était quoi ta question Est-ce que ça va très bien se passer. Est-ce que ton message a évolué, ton discours, ce que tu racontais dès le départ ? Pourquoi ça n'a pas évolué ? Parce que quand j'ai planté ma première boîte, en fait, j'ai fait plein de faux choix. Un jour, on me refuse une subvention, je me dis « Oh, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Je venais d'embaucher quelqu'un parce que j'avais cette subvention, on m'enlève la subvention. Ah, j'aurais dû dire « Ah, désolé, on va pas pouvoir te garder. » Je l'ai pas fait. Et plein de petites décisions comme ça, sur plein de sujets différents. Ouais, je manque à chaque fois un peu de courage, de « Vas-y, fais-le, de toute façon, c'est la seule chose à faire. » Et je plante ma boîte comme ça. C'est un moment qui est tellement humiliant. Tu te dis « Ah, plus jamais je veux revivre ça. » Quand je relance ma boîte, je me dis « Tu sais quoi ? 0 compromis. Ça passe ou ça casse. Si ça passe pas, eh ben tant pis. Et si ça passe, au moins, je serai alignée avec ce que je fais. » Donc c'est pour ça que le message, il a jamais changé. Parce que je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès de June. J'en avais tellement rien à foutre de faire plaisir à des tas de gens. Sinon, en vrai, je serais jamais allée dans un marché détenu à 50% par un même mec. Ouais. Ça, c'est débile quand il pense, quoi, tu vois. Et donc, en fait, je l'ai fait quand même. Et c'est pour ça que le message n'a jamais changé. Je veux des choses transparentes, énormément d'éducation autour des produits. C'est mon côté prof. Je veux que n'importe quelle personne qui achète n'importe lequel de mes produits soit capable de savoir autant que moi, il est fabriqué où, il y a quoi dedans, combien ça a coûté et pourquoi est-ce qu'elle l'achète. Et elle ou il, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est très issu de qui je suis, ancienne prof, j'aime les bouquins, machin. Et de ce côté, j'ai envie de créer une marque, créer une expérience qui est kiffante, parce que c'est mon côté création, quoi. Je veux amener un truc positif dans la vie des gens. Et on n'a jamais dérogé de ça, jamais. On adore.
Écoute, c'est cool. Le deuxième atelier, c'était comment trouver ses premiers clients. Alors, comment t'as fait? C'était qui? Parce que tu le disais, tu n'avais pas d'enfant, t'étais pas maman, t'étais pas à la sortie des crèches avec plein d'autres mamans. Comment t'as trouvé tes premiers clients? Alors, j'aimerais vous dire, j'ai inventé un truc génial. En fait, non, j'ai pompé sur une boîte américaine qui s'appelle Harris. Harris, c'était le concurrent de Dollar Chef Club. C'était avant RGPD, voilà. C'est vous dire à quel point j'aime le RGPD. C'était avant ça, donc on avait encore le droit de faire ce qu'on a fait. On avait lancé en fait une plateforme sur un truc qui s'appelle Kick-Off Labs et on avait, c'était une plateforme un peu gamification. Trop cool ce service, trop bien, arrive, on n'en disait pas trop, on parlait pas trop d'argent et on disait vas-y drop ton mail et après tu rentrais dans une deuxième page, c'est un truc à coder, c'est moi qui l'ai fait, hein, donc c'est très facile. Tu rentrais dans une deuxième page avec un truc un peu gamification, ben tiens, invite 5 copines, t'auras une réduction sur ton abonnement, t'auras un produit gratuit, machin. Et Harris, l'histoire vaut que Harris a récolté 100 000 mails en 3 jours. Je ne crois pas une seconde, je pense qu'ils ont fait ça, ils ont fait peut-être 50 000 mails en un mois, mais anyway, nous on a récolté, je crois, 5 000 mails en un mois et demi. Okay. Et donc en fait, on a fait ça en faisant beaucoup de contenu. Donc tu vas engager sur des plateformes différentes en disant bah, on lance ça, tu fais des pubs, fais tourner des petites pubs quoi, sur des ciblages, ça nous a coûté pas cher parce qu'en plus c'est du trafic, donc c'est pas des trucs où tu as de la conversion derrière, tu n'achètes rien. Donc Facebook il en a rien à foutre, il dit bah, vas-y, tant que tu fais pas d'argent, moi je fais pas d'argent. Et donc on a récolté comme ça des emails. Ce qui fait que quand on a lancé, on avait une base de 5000 nanas, principalement des nanas, qui étaient intéressées par le projet. Et donc, bim, on a lancé. Le premier mois, on a 200 clients. Le deuxième mois, on en a 400. Le troisième mois, on en a 1000. Et la boule s'emballe comme ça, quoi. Je ne trouve plus mes mots en français, mais tu vois l'idée. Très bien. Tu es fait en anglais s'il faut. J'ai switché complet, c'était pas le deuxième atelier. Le deuxième atelier, c'était les 10 erreurs à éviter. Alors attends, on va éviter de rentrer là-dedans, je vais pas te demander de nous citer 10 erreurs. C'est juste qu'on a reçu une avocate fiscaliste, celle qui s'occupe du légal chez Conto et un avocat en propriété intellectuelle. Ouais. C'est quoi ton rapport au légal, à l'administratif? Comment tu l'as géré? Est-ce que tu es cet entrepreneur hyper carré sur l'admin? Oui? Bien sûr. Waouh, vous l'avez devant vous. Je l'avais dit tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Non, je suis hyper carrée sur l'admin et je pense que c'est un des conseils que mes avocats me donnent. Ils me disent que tu es une des rares fondeurs à t'intéresser au légal. Faut tout lire, c'est chiant, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, paradoxalement, être entrepreneur, c'est bosser. Nous, aujourd'hui, on a toutes les compétences en interne, sauf les avocats. Il se trouve que je suis mon ex-mari est avocat en droit social. Donc déjà, en droit social, on a toujours été raccord, parce que sinon, juste, ça aurait été très compliqué à la maison. Donc entre le droit social, le droit corporate, le contentieux, le contrat, l'IP, les levées de fonds, tu es obligé de travailler avec ces gens-là. Donc, il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Il faut s'intéresser, et c'est le gros budget à chaque fois. Donc, plus tu fais d'aller-retour, parce qu'en fait, tu t'y intéresses pas, à chaque fois, tu payes. Hein, c'est vraiment 1 heure égale de l'argent. Et c'est malheureux à dire, mais c'est indispensable. Il y a un peu tout le temps dans la presse des petites histoires qui sortent de « Ah, ils n'étaient pas d'accord sur un truc ». C'est très, très, très utile d'être raccord d'un point de vue fiscal. Partez du principe que si votre boîte ne marche pas, tout le monde s'en foutra, mais si elle marche, le fisc a chez eux la liste de tous les entrepreneurs, toi et moi y compris. Hein. Et donc, on a tous les 5 ans forcément un contrôle fiscal. Nous et nos boîtes, c'est comme ça, c'est pas une surprise, donc soyez juste préparés. Et donc, vous devez être raccord. Ma nounou est déclarée, mon homme de ménage est déclaré, chez moi tout le monde est déclaré et tout est bien fait parce qu'un jour, et je sais que ce jour arrivera avec certitude, ils vont arriver, ils vont dire très bien, donc qu'est-ce que vous faites mal? Voilà. Et la petite astuce que vous donnerez les avocats, c'est laisser toujours traîner une toute petite merde, comme ça ils trouveront quand même quelque chose. Une toute petite, dans tout petit truc, un jour qu'elle se force à faire. Non mais vous retirez 400 balles avec votre carte pro, vous n'avez pas le justificatif en face, compte courant 400 €, c'est pas bien, je suis désolée, hop là, voilà, petit truc quoi, tout petit truc. Petit conseil de Carole. C'est une petite merde. Je sais pas si ça finit sur YouTube ce truc, mais c'est le bad buzz qui va arriver quoi. Merci Carole. Donc l'atelier, je me suis embrouillé les pinceaux, mais un autre atelier qu'on avait, c'était promouvoir son entreprise en ligne. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la communication de June en ligne, les canaux sur lesquels vous êtes, et puis on pourra peut-être faire un parallèle aussi sur le personal branding.
Alors, il y a 2 trucs. Déjà, il y a le monde dans lequel on a grandi, toi et moi, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde dans lequel on a grandi avec Justine, c'était trop cool. Tu pouvais faire des ads sur Facebook ou sur Instagram, c'était pas trop cher. Il n'y avait pas 650 000 boîtes qui ont copié après ce que tu as fait. Le monde dans lequel on vit, c'est plus celui-là. C'est le monde dans lequel il y a, je pense, une marque de solide qui se lance tous les jours. Voilà, moi, il n'y a pas une marque de couches qui se lance tous les jours, mais il y en a quelques-unes. Dans ce monde-là, c'est plus compliqué, et d'autant plus post-Covid. Les coûts d'acquisition post-Covid, ils ont explosé. Donc, ça devient compliqué de faire de la pub en ligne. Donc, il faut être extrêmement clair dans le message qu'on adresse. Les règles, pour le coup, elles n'ont pas changé. Plus c'est honnête, intrinsèque, organique, mieux ça marche. Je vous dirais, alors si on veut rentrer dans un truc très concret, je vous dirais de toujours avoir 3 angles séparés. L'awareness, la notoriété, le trafic et la conversion. Et en gros, c'est une espèce de petite pyramide, quoi. Vous commencez avec l'awareness, vous allez sur le trafic, vous allez sur la conversion. Et le but du jeu, c'est de vous dire, vous partez de gens qui en ont rien à foutre de vous, aux gens qui vont être tellement fans de votre marque que demain, Justine, elle sort un balai de toilette Respire, les gens, ils vont l'acheter. Je peux faire la même blague avec moi, je la fais aussi. Hein. Mais en gros, vous avez des power users qui sont tellement à fond sur votre marque, en fait, ils vont juste acheter le truc, ils en aient besoin ou pas besoin, ils s'en foutent, ils adorent, ils ont envie de l'avoir. Et le job, c'est comment est-ce qu'on fait passer les gens d'une case à une autre. Et donc, la notoriété, forcément, au début, c'est difficile de l'avoir parce que on a envie de parler à tout le monde, mais si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Donc, il vaut mieux avoir une niche. Une niche dans un très grand jardin, c'est plus facile qu'un très grand jardin. Donc, vous avez une niche à l'intérieur du truc, c'est le trou dans la raquette, quoi. Et donc, la notoriété sert à dire aux gens qui auraient potentiellement besoin de quelque chose dans cette niche, « Ah, regarde, j'ai un truc pour toi ». Et donc, ce qui fait que ça leapfrog, je sais pas comment on dit, ça permet de passer plus rapidement de tiens, au fait, ça m'intéresse, tiens, au fait, je vais aller sur le site, tiens, au fait, je vais acheter. Mais il faut être hyper honnête, dans le monde post-Covid, les coûts d'acquisition sont ultra, ultra chers. Donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite ou trop fort. Notamment, j'ai vu que vous en aviez parlé avant, c'est très difficile maintenant de lever de l'argent. Les fonds, là, ils font pas mal de pré-seed, pas mal de seed, et ils demandent à ce que la rentabilité, elle arrive vite. Donc forcément, si vous voulez de la rentabilité, vous ne pouvez pas dépenser 500 balles en coût d'acquisition pour aller vendre un truc qui vaut 10 €, quoi. Donc c'est un équilibre qui est plus difficile à trouver que ce que nous on a connu. Puis nous on a aussi connu une phase où l'influence, on payait quelqu'un pas très cher, elle faisait une story, on vendait 300 produits. Maintenant on paye quelqu'un très 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 cher qui va faire peut-être une story et qui va en vendre 3. C'est de la notoriété. Donc ce qui était avant quelque chose qui faisait beaucoup de conversion est devenu quelque chose qui fait un peu de trafic mais qui fait de la notoriété. Donc faut juste évoluer. Enfin de toute façon les plateformes digitales elles évoluent aussi beaucoup comme ça, donc il faut évoluer un peu avec ça. Et le personal branding c'est pareil. C'était très puissant à notre époque. Maintenant, ça l'est un peu moins. Notre époque, j'ai l'impression qu'on est passé. Non, mais ça fait 5 ans qu'on a monté nos boîtes, meuf. 3 ans, c'est vrai ? Ouais. Bah écoute, voilà, je suis plus vieille que toi. Mais et le personal branding, c'est pareil. Faut avoir une histoire un peu différente à raconter. Moi, je suis la personne qu'on sort quand on veut pouvoir dire « Regardez, vous êtes une femme, vous n'avez pas fait d'école de commerce et vous êtes toute seule, vous pouvez monter une boîte. » Voilà. On me sort à cette occasion ou quand on veut des gens qui parlent bien anglais. Voilà. Donc, il faut savoir s'adapter. Je suis un produit comme un autre, quoi. Mais quand j'étais actrice, c'était la même chose. On me sortait quand on voulait quelqu'un qui était grand ou qui parlait anglais couramment. Et il faut accepter, entre guillemets, de jouer ce rôle-là d'un point de vue communication. Et voilà. Et tu incarnes aussi ta marque. Tu interviens pas mal dans la communication avec June. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce que ça apporte ? C'est très lié, en fait, c'est très lié à la revendication, au message que tu as envie d'avoir. Si tu veux pousser un agenda. Alors, c'était particulier parce qu'avant, je n'étais pas maman. Donc maintenant que je suis maman, j'incarne peut-être un peu plus la June Mama. Mais en vrai, j'ai quand même fait ça pendant longtemps sans être maman et sans aucune honte. Tu vois, j'étais pas en mode « je suis pas maman », non, je m'en foutais. Donc je pense qu'il faut être hyper honnête sur les raisons pour lesquelles on le fait. Pour une raison simple, c'est qu'en vrai, sur le long terme, si vous n'êtes pas honnête et clair avec pourquoi vous le faites, ça ne tient pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le bas, il blesse et vous en avez marre et donc vous arrêtez de le faire. Il faut que ce soit naturel et organique. Justine, dans la vraie vie, elle est comme elle est là. Sinon, ça marche pas. Donc, quand on la connaît dans la vraie vie, on se dit c'est la même Justine. Et c'est ça, en fait, qui fait que, déjà, ça prend, parce que les gens, ils aiment bien voir les vraies personnes et pas voir une espèce d'image. Il y a une différence entre travailler son image et changer son image.
Je suis pas habillée comme ça tout le temps, mais je parle comme ça tout le temps. Regardez ces stories, vous verrez. Non, vous verrez dans 3 heures une story de moi avec un jogging et des hugs et des lunettes en train de promener mon chien, quoi. Voilà, je parlais comme ça quand même. Mais le personal branding, c'est vrai que l'incarnation de la marque est de plus en plus présent chez beaucoup de boîtes, notamment sur les réseaux sociaux, parce que ça crée, comme tu dis, cette authenticité, cette proximité avec la marque. On a aussi beaucoup parlé, et après on va passer à vos questions, si vous en avez, je pense qu'il y en a, de l'art d'échouer. Est-ce qu'on peut revenir sur... alors peut-être que tu as un autre échec, je mets entre guillemets parce qu'on n'a pas mis une vraie définition à l'échec, mais tu nous as mentionné tout à l'heure ta première boîte. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que ça t'a appris En fait, on n'apprend bien que dans l'échec, hein, parce que quand tout va bien et quand tout se passe bien et quand les gens vous disent c'est génial, vous apprenez rien, vous apprenez à flatter votre ego et c'est tout, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un investisseur qui est formidable, avec qui je m'entends super bien, qui ne me flatte jamais. Quand ça va bien, quand ça va pas bien, il n'a que des choses, des critiques constructives à faire, mais très bienveillant, hein, toujours. Et en fait, on apprend comme ça. À tel point que de temps en temps, je lui dis une fois par an, dis-moi un truc genre tu fais bien ton taf. Il me dit mais oui, mais c'est évident. Je dis non mais dis-le moi quand même parce que tu vois ça fait plaisir à entendre. On apprend bien que dans l'échec, c'est-à-dire que vous essayez un truc, vous devez en sortir quelque chose. Il y a une phrase chez June qu'on utilise beaucoup, c'est on a le droit à l'échec et le devoir d'apprentissage. Ça va ensemble. Si vous vous plantez, vous êtes obligé d'en apprendre quelque chose. Sinon, c'est qu'en fait, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas fait la remise en question. Et dans votre vie, que ce soit à titre perso ou à titre pro, là, je suis en train de divorcer, forcément, c'est un échec. Donc forcément, tu te poses des questions. Tu te dis, je vais me regarder en face, je vais me challenger. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là? Et il y a plein de moyens de le faire, dans la vie pro comme dans la vie perso. Dans la vie pro, je suis coachée, dans la vie perso, j'ai un psy. C'est le même facteur, quoi. C'est je me pose face à moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de pas bien? Il y a un exercice que je vous conseille à tous de faire. Vous faites la liste des choses que vous faites. Alors, c'est stop, start, les choses que vous devez faire plus, faire moins, arrêter de faire ou commencer de faire. Et vous faites la liste comme ça en disant qu'est-ce que je dois arrêter de faire, commencer de faire plus ou faire moins. Vous faites déjà la liste de ça, ça vous éclaire. On fait ça une fois par an chez June et les gens, ils aiment bien parce qu'ils se disent « ça fout ». Et ça permet de resetter un petit peu le cadran sur où est-ce que je vais, etc. Et tous ces petits exercices, alors vous pouvez avoir des bouquins, du self-development, mais on est en France, on n'aime pas trop lire des livres sur soi-même. Aux États-Unis, ils adorent ça, mais en France, ça fait chier. Mais par contre, en France, on aime bien les psys, donc allez chez le psy. ou allez, prenez un coach. Et j'ai mon coach d'ailleurs, Adrien Falcon, qui a lancé une plateforme trop bien qui s'appelle Wave.ai pour intelligence artificielle, qui est du coaching en ligne asynchrone, c'est hyper bien. Et moi, je suis passée sur ça, j'ai commencé avec Adrien, on a fait ensemble pendant 3 ans et demi, et après, je suis passée sur Wave. Et en fait, c'est vachement bien parce que ça vous permet de vous poser les bonnes questions de manière un peu automatique et récurrente. Et c'est comme ça qu'on apprend. En fait, l'entrepreneuriat, paradoxalement, ça demande suffisamment d'ego pour... quelle que soit la personne qui vous fout une claque, vous dites « c'est pas grave, j'ai continué », et suffisamment d'humilité pour apprendre à chaque fois que quelqu'un vous fout une claque. C'est un équilibre qui est un peu... faut être un peu schizo quand même de temps en temps. Parce qu'il faut réussir à digérer, apprendre, et en même temps toujours avoir le feu sacré, quoi. Parce que si tu perds le feu sacré, les clients ne suivent plus, les équipes ne suivent plus, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'implication. Exactement. On passe aux questions. Il nous reste 9 minutes 36 secondes exactement pour les questions. Ça passe tellement vite. Ouais. Je vais essayer de faire des réponses rapides. Ici. Bonjour, donc moi j'avais une question sur les conseils que tu pouvais donner à une femme qui se lançait seule from scratch. Il faut avoir un bon système de soutien autour. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es entrepreneur seul que tu es seul dans ta vie, quoi. Bon système de soutien, ça veut pas forcément dire un mec, une nana, ça peut juste vouloir dire des gens qui te soutiennent, ta famille, tes proches. Parce que si en plus tu te bats au quotidien et que quand tu rentres chez toi, tu dois dire ah bon, t'es sûr que tu veux monter ce projet, ça va être dur, hein. Et puis financièrement, c'est pas rien, quoi. Donc si tu as un partenaire, une ou un partenaire de vie, c'est un choix que tu fais à deux finalement. Alors moi j'ai un peu fait dans le mauvais sens parce que je suis partie seule, j'avais plus de thunes, j'avais juste mes chiens. Bon, au final, voilà. Mais c'était un très bon. Enfin, tu vois, mes chiens, c'est un très bon système de soutien. Donc, il faut avoir un système de. Non, mais c'est vrai. Faut avoir Là, vous imaginez Carole dans son canapé, son jog et ses 2 chiens. C'est un peu ça sa story. Non, mais faut avoir un bon système de soutien.
Il faut jamais s'excuser. En fait, moi, j'aimerais beaucoup avoir des histoires horribles à vous raconter de sexisme dans la tech et tout. J'en ai pas. Déjà parce que je viens du milieu du cinéma. Et là, j'en ai plein. Mais alors, vraiment beaucoup, quoi. Mais vraiment énormément. Jamais personne m'a dit « suce-moi pour une petite levée de fonds ». Et je ne pourrais pas en dire autant dans le reste de ma vie. Mais néanmoins... Ah non, mais MeToo, c'est parti du cinéma. Vous demandez pas pourquoi, parce que vraiment, c'est un monde lunaire. En fait, si tu te positionnes comme une femme seule, les gens te voient comme une femme seule. Tu arrives devant un investisseur, tu arrives devant un partenaire, tu arrives devant un client, on s'en fout. Moi, je me suis jamais dit oh, je suis une femme et je suis seule. Je me suis dit ça pour ma première boîte. Et en fait, pour ma deuxième boîte, comme j'en avais rien à foutre, j'ai dit non, mais en fait, on s'en fout que je sois une femme, que je sois seule. J'ai une idée incroyable et je la porte. Et les gens me trouvaient un peu hystérique. Peut-être encore maintenant, il y a quelqu'un qui a rigolé là, j'ai trouvé ça sympa. Mais en fait, je suis habitée par le truc. Et t'as la moitié des investisseurs de Paris qui m'ont vu, qui ont dit elle est un peu chez père quand même cette meuf, on n'y va pas. Et l'autre moitié qui s'est dit waouh, elle est ultra inspirante, vas-y, on y va. Et ce qui fait que derrière les gens sont convaincus, c'est la rigueur, la méthodologie. Que tu sois une femme, que tu sois un mec, on s'en fout. Tu arrives avec un BP qui est cohérent, qui est pas... Et en plus, les femmes ont tendance à faire des BP qui sont moins fumage que les mecs. Un mec, il t'explique en 3 ans, il fait 60 millions de chiffre d'affaires et il est rentable. Une femme, elle t'explique avec la même boîte, elle te fait 6 millions et elle est peut-être à ça de la rentabilité. Et d'autant plus maintenant, les investisseurs sont plus sensibles à ça. Donc la rigueur, la méthodologie. Et puis voilà, et puis si tu assumes le truc, bah en fait, pour les autres, ça ne devient pas un problème. À partir du moment où ça devient un problème pour toi, ce sera un problème pour eux. C'était un peu long, mais je crois qu'il y avait une question juste derrière toi. Oui. Ah bah, c'est bon, le micro est là. Quels sont tes conseils pour les personnes qui, comme toi, n'ont pas forcément soit une formation en commerce, soit une expérience dans l'entreprise ? Faut lire beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu quand j'ai monté ma première boîte, beaucoup lu quand j'ai monté ma deuxième. Maintenant, tu peux tout trouver sur Internet. Donc, tu fais des MOOC, tu t'auto-formes. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai fait des tonnes de MOOC à la con pour savoir faire une campagne Facebook. Alors, c'est pas moi qui fais les campagnes Facebook, mais j'ai besoin de te former tout le temps pour savoir de quoi parlent les gens. Donc, en fait, tout le staff qui va bosser avec toi, c'est que des gens qui seront plus intelligents que toi sur le domaine dans lequel ils travaillent. Mais toi, ton job, c'est d'être capable de les challenger, donc de comprendre ce qu'ils font. Si tu arrives devant un gars, il te dit bah ouais, mon CAC, il a fait machin et truc et bidule, tu regardes, tu dis ah bon, ben, et c'est grave, bah en fait, ça l'intéresse pas et ça le fait pas grandir. Alors que ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de comprendre pour aider les autres à avancer. Donc je dirais lire énormément, se former. Il y a des super podcasts, il y a Mathieu quelque part. Écoutez le podcast. Écoutez le podcast de Mathieu, c'est hyper inspirant. Et entre les podcasts ou un truc qui est trop bien que j'utilise beaucoup qui s'appelle Blinkist, c'est une appli en fait qui te lit des livres en 15 minutes. Tu as la même en français, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que moi je lis en anglais. Et ça, c'est vachement bien, tu apprends plein de choses. Et c'est des trucs qui peuvent être rapides, entre guillemets, dans ton quotidien. Et tu apprends vachement des autres. Voilà. Bonjour Carole. Aïssatou. Salut. Salut. On a eu à se côtoyer par le passé et j'ai toujours trouvé ton histoire très inspirante. Merci. Mais j'ai jamais eu l'occasion de poser la question, en fait, à savoir, dans l'histoire de June, as-tu eu des moments de gros doutes qui t'ont fait des fois te demander si, est-ce que tu allais lâcher ou pas ou, Jamais. Voilà. Non, pas une fois. Je crois que dans l'histoire de June, il y a eu un jour où j'ai pas eu envie d'aller travailler. Une seule fois en 5 ans et demi. Ok. Ouais. Jamais je me suis dit oh, pourquoi t'as fait ça, machin. Même quand tu te prends des procès, des huissiers, même quand t'as les flics qui débarquent et tout, tu te dis jamais j'aurais pas dû faire ça. Les flics qui débarquent, t'as une vie assez... C'est le monde de la couche, c'est un monde assez obscur. D'accord. Non, mais vidéo apparemment. Ouais, bah, en fait c'est un marché qui est très 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 concurrentiel. Ouais. Et moi j'ai déjà eu des espionnages industriels, des trucs glauques quoi, vraiment glauques. Donc tu vois, non, j'ai jamais eu de doute. Mais j'ai eu des tas de doutes sur des choses. Est-ce que ça, c'est le bon choix ? Est-ce que ça, c'est la bonne strat ? Est-ce que ça, c'est la bonne façon de rentrer dans tel pays ? Là, j'ai plein de doutes sur ça. Est-ce que le gros doute, est-ce que vraiment, j'ai pas fait une connerie ? J'aurais pas dû y aller ? Jamais. Non. Mais par contre, j'ai plein de petits doutes en dessous, tout le temps. Et il y avait une autre question par là-bas, je crois. Je crois qu'il y en a une avant. Oh, c'est moi la prochaine. Ah, c'est là. Bonjour, moi c'est Arnaud. Je vais rebondir un peu sur ce que disait mon voisin juste avant par rapport au fait J'étais d'être solo hystérique. founder. Non, c'était avant. Mais c'est lui qui a rigolé, je l'ai vu.
Je suis un peu dans la même situation que toi. Il y a quelques années, j'ai monté la boîte, je suis tout seul. On est 7 maintenant, on rentre nos premiers clients en B2B. Et souvent, je me dis que vu que j'ai pas d'associés, je suis pas assez challengé, je peux avoir la tête dans le guidon, je vais prendre des décisions où je suis vraiment tout seul dedans. Et si j'y vais, après tout le monde dit ok, on y va. Et c'est toujours de ma faute si ça marche pas. Des investisseurs qui peuvent aussi dire on n'aime pas trop les solo founders, etc. C'est un point que j'ai déjà vu bloquant en tout cas plus d'une fois. Et même moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que tout seul, le poids finalement des responsabilités qu'on peut avoir, pas que ça me dérange, mais je sais que on le partage quand même qu'avec ses associés, pas vraiment avec le reste des employés, ou en tout cas moi. Comment est-ce que tu fais justement pour gérer ça? Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais cherché, peut-être que c'est pas vrai, mais que tu n'as jamais cherché à avoir un associé? Alors, j'ai jamais cherché. Alors, deux choses. Le poids des responsabilités, tu l'auras tout le temps. Donc, quoi qu'il arrive. Donc, c'est sûr que quand tu as un associé dès le départ, tu peux le partager. Mais quand tu as un associé, je crois pas trop aux late founders. Enfin, tu vois, les mecs qui arrivent un peu après le game, qui disent ouais, moi aussi je suis associé. Je sais que ça arrive, mais c'est une dynamique que je trouve un peu étrange. Comment est-ce que tu sors de ça? Moi, quand j'ai fait ma première levée de fonds, la boîte avait 1 an. Et Alven, mon fonds d'investissement à l'époque, me dit la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas recruter un CEO, un numéro 2, qui va t'apporter tout ce que tu sais pas faire. Et ce mec-là est devenu mon bras droit, le mec avec qui j'échangeais. Et j'ai toujours, même aujourd'hui, les droits de faire ce que je veux, mais vraiment, j'ai tous mes droits, tous mes votes devant qui je veux. Et pour autant, jamais je prendrai une décision seule si mon comité de direction me dit c'est une connerie. Jamais je prendrai une décision seule si mes investisseurs me disent c'est une connerie. Mon job à moi, c'est d'être suffisamment inspiré et d'avoir suffisamment de data pour convaincre les gens avec qui je bosse d'y aller. Et j'ai un comité de direction, c'est des gens qui coûtent cher, qui viennent, c'est des gros profils, et c'est des gens qui me challengent et on se challenge ensemble. Et on n'est pas, moi, CEO et eux qui travaillent en dessous, on est un comité de direction, je suis un des 4. À la fin de la fin, s'il y a le flingue de quelqu'un sur la tempe de quelqu'un, c'est sur la mienne et c'est moi qui dois prendre la décision finale. Mais ce moment-là, il arrive une fois tous les ans, quand ça gueule trop, quand il y a un problème, un truc trop grave, j'ai ok, très bien, hop, on fait comme ça et c'est moi qui décide. Sinon, il y a beaucoup de décisions qu'on prend de manière collégiale. On a commencé, on était donc 2, après on est passé à 4, après on est passé à 6, là on est repassé à 4, c'est un bon chiffre. Et c'est des gens, des profils seniors que tu vas recruter pour l'expertise qu'ils vont amener. Alors, avant que vous vous demandiez la question des expertises, c'est finance, croissance et opération, chez moi. Fut un temps, on avait marketing, maintenant c'est moi qui refais le marketing. Et c'est vrai que c'est des gens, tu échanges avec eux, tu ping-pong avec eux, ils t'enrichissent. Et ça rassure vachement les investisseurs. Parce que ce que les gens n'aiment pas chez le solo founder, c'est un petit peu... c'est comme quand tu es dernier, quand on te choisit dans ton cours de sport en 6e. On ne le prend pas lui parce qu'il ne sait pas jouer avec les autres. Et en fait, ils ne veulent pas ça. Et ils ont juste besoin de savoir que c'est pas que tu veux pas jouer avec les autres, c'est juste que tu n'as pas trouvé la bonne personne. C'est comme ça, tu vois, t'es célibataire, on va pas te dire c'est parce qu'il est nul. Non, c'est juste qu'il n'a pas trouvé une meuf, c'est pas grave. Là, c'est la même chose. Donc, si tu es capable d'avoir des gens autour de toi qui bossent avec toi, qui sont des profils sérieux, tu vois, moi, mon CFO, c'est un ancien, alors je vais pas dire de la merde, il doit être McKinsey ou BCG, enfin, tu vois, une grosse pointure. Mon mec des opérations, je suis allée chercher chez L'Oréal, il a lancé des tonnes de marques chez L'Oréal, il a géré 80 personnes. C'est ça, c'est ces gens-là que tu vas chercher. Et ces profils-là, ça amène, alors ça coûte du pognon, bien sûr, mais ça amène de la stabilité, ça amène des gens avec qui tu ping-pong, et ça amène de la réassurance pour les investisseurs. Et en fait, après, les solo founders, ils s'en foutent. Ils voient que tu sais faire, donc ils s'en tapent. Mais donc du coup, pas d'equity pour ces gens-là, c'est vraiment purement des salariés. Alors chez nous, tout le monde a des BSPCE, donc tout le monde a de l'equity. Et forcément, plus tu es haut dans la structure, même si on n'a pas beaucoup de hiérarchie chez June, plus tu vas avoir d'equity. Mais c'est des BSPCE, donc c'est pas des actions en dur, c'est des actions que tu touches sur le temps et qui sont émises pro rata, mais tout le monde en a. Et si ça vous intéresse, je sais que Jean-Charles Dallan, il a fait un super post sur Medium. Et en fait, moi je suis très pote avec Jean-Charles et j'ai copier complètement ce qu'il a fait, Enfin, il le sait, c'est pas un secret. Et voilà. Bonjour, donc je pense que ça va rebondir parfaitement parce que ma question était plutôt d'ordre RH. Et je pense qu'on l'a pas encore traité et c'est hyper important quand on crée une boîte, tout cet aspect RH. Donc première question, quand on est une start-up, on n'a pas forcément une grosse marque employeur et du coup comment attirer des nouveaux talents de qualité. Et la seconde question, c'est comment les garder dans un monde qui change, où on doit constamment se réinventer, où les gens cherchent des nouveaux objectifs et des boîtes stimulantes.
Alors, il y a une réponse facile, une réponse plus dure. La réponse facile, c'est moi, les premiers salariés, je suis allée les chercher sur l'APEC, parce que déjà, j'avais pas d'argent, donc j'avais pas de chasseurs, de machin. De toute façon, j'aime pas les chasseurs en RH, parce que les gens, ça coûte cher, c'est pas toujours utile. Je suis allée les chercher sur l'APEC. Ma première ingénieure, et qui nous a quittés là cet été, donc elle est restée 5 ans avec nous, elle sortait d'un stage chez Mustela, première expérience professionnelle. Tu bêtes, tu te dis bah voilà, je gamble et je me dis cette meuf, j'en ai vu 10, et je me dis celle-là elle est ultra smart, je m'entends bien avec elle. Ma DA c'est pareil, c'est des filles qui sont restées, c'est mes historiques, hein, elles sont en train de partir là parce que ça fait 5 ans et que maintenant c'est normal, il faut un peu passer à autre chose. Et en fait tu fais un peu des paris quoi, tu fais un peu des paris sur l'avenir et tu te dis bah c'est des gens sur le long terme, tu vas les aider à se former, structurer une équipe avec eux et puis tu arrives à y aller. Donc ça c'est comment tu crées ton équipe au début. Après c'est comment tu la gardes, comment tu la formes. Tu as 2 cas de figure et ça c'est un des problèmes des startups et de l'hypercroissance, c'est que la courbe humaine de croissance elle est plutôt comme ça, elle est assez linéaire. Ta courbe de startup, si tu as de la chance, elle va être comme ça. Et donc, il y a un point d'inflexion qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, la croissance de ta boîte va aller au-delà de ce que la personne est capable de délivrer. Ça, c'est un moment difficile parce qu'il faut expliquer à cette personne qui a fait l'effort et le choix de venir pour toi, lui dire, bah, tu vois, là, dans la phase dans laquelle on va, tu ne sais plus faire ou tu ne sais pas encore faire ce qu'on va faire. Donc, j'ai recruté quelqu'un au-dessus de toi qui va être directeur marketing, vice-président marketing et qui va diriger une équipe dont toi, tu seras un maillon essentiel. C'est un move qui n'est pas simple, mais dans le monde de la start-up, c'est un truc qui arrive très fréquemment. On appelle ça le principe des tables qui tournent. À toutes les phases de croissance, tu vas perdre la moitié des gens. C'est pas tu vas les virer méchamment, c'est juste qu'ils vont partir d'eux-mêmes, ou soit parce que la nouvelle organisation ne va pas leur correspondre. Et donc de 1 à 10, de 10 à 50, de 50 à 100, tu as quasiment tout le temps la moitié des gens qui tournent naturellement parce que la croissance de la boîte ne va pas aller avec la croissance linéaire d'eux. Donc tu as des exceptions à ça, puisque tu vois, moi j'avais 5 historiques. Sur les 8, j'en avais encore 5 il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est des filles qui ont réussi à évoluer. Certaines, elles ont réussi, elles ont appris à manager. Elles manageaient 5, 8 personnes. Et puis, tu en as qui, quand le moment d'inflexion est arrivé, se sont dit bah, « là, j'y arrive plus ». Puis c'est une phase qui m'amuse plus parce que c'est marrant quand t'es 8 dans le même bureau, quand t'es 50 et que t'as un CSE et que machin et que t'as des one-one, c'est pas la même ambiance et t'as des gens ils arrivent à s'adapter, puis des gens ils arrivent pas à s'adapter. C'est la même chose pour toi en tant qu'entrepreneur. Il y a des gens ça les excite de faire des trucs dans leur garage quand il faut aller gérer un CSE, gérer un truc, gérer 200 personnes, ça les excite plus ou alors juste tu deviens plus bon. Moi je sais pas jusqu'à quand je serai la bonne CEO pour ma boîte, tu vois. Et je me pose cette question plusieurs fois dans l'année en me disant est-ce que je suis encore utile ? Est-ce que ce que j'amène, c'est encore ce qu'il faut ? Pour l'instant, oui, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Ok, donc du coup, la réponse, c'est un peu savoir se remettre en question constamment, quoi. Ouais. Je crois qu'on a une question juste derrière. Ouais. Oui, bonjour. Juste une petite question par rapport, en fait, je rebondis à ce que vous disiez tout à l'heure sur le coût d'acquisition qui avait augmenté depuis le Covid. Mm-hmm. C'est juste savoir, parce qu'en fait, on parle souvent de la valeur du client et vous, c'est des abonnements a priori. Ouais. Donc, j'imagine que la valeur du client, ça dépend beaucoup. Donc, le coût d'acquisition pour un client qui va venir une fois et le coût d'acquisition pour un client qui va revenir plusieurs fois, il y a peut-être eu un changement aussi dans votre stratégie ou sur l'acquisition qui a fait que le coût d'acquisition a augmenté, mais qu'au final, sur la valeur du client, ça s'est amélioré. Donc, alors non, parce qu'en fait, nous, les métriques qu'on regarde beaucoup, c'est ce qu'on appelle la LTV sur CAC, donc la vie de ton client sur le coût d'acquisition. Nous, on a un produit un peu à part, c'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu as un enfant, tu vas avoir besoin de couches. Là où qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y a la guerre, il y a l'inflation, tu vas te dire, j'ai peut-être pas acheté cette jupe. Donc en fait, on te dit, vas-y, achète cette jupe, achète ce rouge à lèvres. Tu vas peut-être dire, non, mais pas ce mois-ci. T'as un enfant, t'as pas le choix. Donc comme on est sur un produit usage du quotidien, notre coût d'acquisition, il est resté assez flat, paradoxalement. Il a beaucoup augmenté sur des produits qu'on appelle les one-off. Donc typiquement les produits j'achète pas. Sur celui-ci, il a vachement augmenté. Mais c'est vrai que sur des produits en récurrence, c'est moins le cas. Après, le problème, c'est qu'il y a très très peu de produits dans le monde sur lesquels tu es capable de faire porter une récurrence et donc qui te protègent finalement de ce coût d'acquisition. Mais que tu aies une boîte qui fasse de la récurrence ou pas, la problématique, c'est toujours la même. Ta base, c'est le pilier de ta pyramide. Ces gens-là, ils doivent avoir,
tes cohortes, quand tu fais des produits qui sont des produits sans récurrence, elles sont hyper importantes. Cohorte, c'est ton client, il rentre, et en fait, sur le temps, combien d'argent il te ramène. Et ta cohorte, elle doit monter comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est à quelle vitesse elle monte, à quelle raideur de pente, plus elle monte vite et pentue, et donc mieux c'est. Et ça, c'est un travail de CRM énormément, de loyalty, beaucoup de retail. Justine, elle a fait énormément de retail très très vite, et c'est aussi ça qui te permet derrière de fidéliser ta clientèle, parce que la personne n'est plus juste là en disant « Ah, j'ai la flemme de commander ». Non, elle va chez Monoprix, elle va chez Decathlon, et hop, elle achète son produit. Donc c'est tout un ensemble de choses, c'est pas que l'acquisition, mais il y a énormément de choses en CRM à faire, d'où le fameux RG truc là, où il faut savoir rester dans les clous, parce que ça, c'est toujours un petit peu le challenge. Et c'est aussi l'expérience que tu donnes à ton client. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que tu peux shorter un petit peu ce sujet d'acquisition, mais oui, il faut quand même une base, quoi. Donc en gros, vous avez un coût d'acquisition qui a augmenté, mais pour autant une valeur sur client qui n'a pas forcément augmenté, quoi. Alors notre CAC sur la couche n'a pas augmenté, donc notre LTV sur CAC est la même. Par contre, notre CAC sur les produits qui ne sont pas en abonnement a augmenté. Et donc après, notre job, c'est d'augmenter la LTV sur ces produits-là pour derrière se dire le ratio LTV-CAC qui reste bon. Vous étiez peut-être aussi dans une phase de croissance. Après, je vais arrêter, mais vous étiez peut-être sur une phase de croissance aussi qui fait que du coup, il y a un plafond de verre qui se fait sur le coût d'acquisition et du coup. Non, parce qu'en fait, sur les produits en abonnement, encore une fois, c'est très particulier à notre industrie. On a beaucoup de awareness et les gens benchent énormément. Tu n'as quasiment aucune personne ici qui va se dire « Ah, je dois m'acheter une paire de baskets, je vais donc bencher toutes les marques de baskets intéressantes dont parlent les gens et à la fin, je prendrai une décision. » Non. Tu vas dans un magasin, tu regardes, tu vas sur Instagram, tu vois, tu dis « Ah, ça c'est joli, je vais acheter ça ». Alors que quand on parle de produits pour bébé, c'est pour ça que le switching cost, il est très très élevé. Là où tu achètes une marque de basket, le lendemain tu peux switcher pour une autre. Alors qu'en marque de couche, tu en as une, après tu bouges pas, c'est un peu comme ton parfum, ou comme ton déo d'ailleurs. Une fois quand tu en as un, généralement tu switches pas, quoi. Donc tu as des produits comme ça très quotidiens, plus tu vas utiliser le produit dans la journée, moins tu vas switcher en termes de marque. Et donc forcément, tu as des typologies de produits qui se prêtent vachement à ça. Nos produits en règle générale d'ailleurs. Merci. Merci. On a une question là. Oui. Bonjour. J'ai une question concernant comment vous convainquez ou vous persuadez les potentiels clients par rapport au prix ou à la juste valeur de votre produit. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans le bâtiment. Et souvent, ce que j'entends, c'est que l'autre fait moins cher, l'autre fait moins cher, je fais moins cher. Je ne sais pas ce qu'il fait l'autre, mais des fois, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui font très mal. Et comment vous faites pour convaincre, pour dire, voilà, nous, on fait bien, et ça, c'est le juste prix, et ça, c'est ce qu'il faut, par exemple, pour l'enfant, ou pour... c'est ça le produit qu'il faut acheter, et il faut mettre la valeur, il faut mettre. C'est une très bonne question parce qu'on est, je pense, je sais pas, peut-être 20% plus cher que notre ami acteur, c'est qu'à 50% du marché. Et c'est la question qu'on nous a toujours posée. Pourquoi vous êtes plus cher ? On est plus cher parce que, et c'est là, et quand tu rentres dans la dynamique, on est plus cher parce que tu rentres dans une dynamique de négociation et de réponse. C'est un petit peu comme quand on fait pas mal de com avec Justine, et quelle que soit la question que nous pose le journaliste, on est entraîné à ne pas répondre à sa question. On est entraîné à répondre à sa question d'une manière qui fait que on donne le message qu'on a envie de donner. Donc si un mec te dit pourquoi c'est si cher et que tu réponds parce que, t'as perdu. Pourquoi c'est si cher ? C'est pas cher. C'est pas cher. C'est la valeur d'un produit made in France, c'est la valeur de la traçabilité, c'est la valeur de la transparence, c'est la valeur d'un service après-vente qui est exceptionnel. Et la valeur de toutes ces choses, c'est ça. Tu veux payer moins cher, tu peux toujours payer moins cher. Et quand tu présentes les choses comme ça à ton client, en lui disant non, mais c'est pas plus cher, c'est la valeur, c'est la juste valeur de la qualité de service exceptionnelle que moi je vais t'offrir. Et plutôt que de te dire mon prix est un truc qui est un peu chiant par rapport aux autres, c'est je me fous des autres, ils ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est te dire ma qualité de service, elle est au-dessus, mon produit, il est au-dessus, mon offre, elle est au-dessus. Et après, c'est un choix entre toi et toi. Mais pas toi à toi, mais entre la personne et la personne. Soit ce qui l'intéresse, c'est de payer le moins cher possible. Et donc, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas aller chercher cette personne. Moi, je ne peux pas aller chercher la dame qui est aujourd'hui avec des couches marque distributeur parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle est fatiguée par l'inflation, parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle n'a pas de ressources et qu'elle adorerait avoir mes produits, mais qu'elle n'a pas les moyens. Je ne peux pas aller la chercher et c'est comme ça. Parce que c'est malheureux, mais c'est la vie dans le monde dans lequel on vit.
Toi, tu dois être capable d'aller chercher quelqu'un qui a envie d'aller sur ton produit et qui a juste besoin que tu le convainques. Tu ne peux pas le convaincre d'une manière défensive. Si tu regardes n'importe quelle... j'adore là, les séries New York Police Judiciaire, machin. Tu ne défends jamais quelqu'un en défendant quand tu es attaqué. Tu amènes des preuves comme quoi cette personne est innocente. Tu n'amènes pas des preuves comme quoi cette personne n'est pas coupable. Et donc c'est ça. Si tu amènes en disant mais en fait je s'en fous du prix, c'est pas le problème le prix. La qualité de service elle est là. Le truc il est là. Moi je n'ai jamais prononcé, et d'ailleurs vous avez remarqué, ça fait 4 fois que je parle de la personne qui a 50% du marché. D'ailleurs la semaine dernière sur BFM ils me l'ont fait aussi. Parce que tu as un journaliste qui te dit vous en pensez quoi? Et je n'ai jamais prononcé, jamais, le nom d'aucun de mes concurrents. Jamais ever. C'est comme ça, c'est dans ma tête. Je ne suis pas là par comparaison aux autres. Ils font un truc, je fais un autre truc. Moi, j'ai une qualité de service qui est là, eux, elle est là. Moi, j'ai un produit qui est là, j'ai la traçabilité, j'ai la transparence, j'ai ça. Et tu déclines toutes les raisons pour lesquelles ton produit est meilleur, sans qu'à un quelconque moment, tu sois dans « et donc c'est meilleur qu'eux, et donc c'est plus cher qu'eux ». On n'est pas dans un effet comparatif. Tu proposes un service, il est unique, et donc si tu es dans une mécanique défensive, c'est là où ça crée de la friction, et où finalement la personne en face, elle dit « ouais, je m'en fous, c'est bon, l'autre il est moins cher, je vois pas la valeur ajoutée quoi ». Merci beaucoup. Je vois Félix qui fait un grand geste. Ouais, tu l'as vu? J'ai vu Mais il y a encore une question. Le micro était déjà donné. Bonjour. J'ai une question en fait sur la culture entreprise. Donc ça peut s'appliquer à vos deux sociétés. Au travers des fusions, des périodes de croissance, des levées de fonds, on parlait tout à l'heure de recrutement. Est-ce que vous avez vu un changement dans la culture d'entreprise qui vient naturellement des salariés par rapport à celle que vous vouliez inculquer en fait? Et comment est-ce que vous avez réussi à conserver ce que vous vouliez transmettre? Ouais, tu vois un changement. Tu vois un changement quand tu commences à grandir un peu pour une raison assez humaine, c'est que les gens viennent plus travailler pour toi pour les mêmes raisons. Au début, ils viennent parce que c'est génial, et puis après ils viennent parce que tu es une start-up cool, et puis après ils viennent parce que juste ils ont besoin d'un emploi. Donc tu as différentes phases en fait dans ta capacité à recruter. Le moyen d'éviter que ça transforme trop ta culture de boîte, c'est d'améliorer la façon dont tu onboard les gens. Donc quand les gens arrivent, avant on était 8 dans le bureau, salut, bon ben toi c'est Audrey, bon ben moi c'est Carole, bon ben on bosse. Maintenant, alors on a mis longtemps, et c'est pour ça qu'on a eu une phase assez creuse dans l'histoire de June en termes de culture. On avait recruté pas les bonnes personnes et on les avait pas bien formées, donc ça avait fait une espèce de nid en merde assez compliqué. Tu en sors en fait en formant vraiment bien les gens quand ils rentrent chez toi. En les recrutant mieux, on a un process de recrutement maintenant qui est vraiment hyper carré, où on recrute sur la performance et sur les valeurs, 50-50. Donc quelqu'un qui a une performance incroyable mais des valeurs de merde, on ne le recrutera jamais. Et de la même manière, par contre, quelqu'un qui a des super valeurs mais qui juste est nul, on ne va pas non plus le faire rentrer dans l'équipe. Et en fait, maintenant, ça prend du temps. C'est là où c'est pénible, c'est-à-dire que faire tourner un produit, tu dis ce produit ne marche pas, je le prends, j'enlève, je change, c'est très facile. C'est pas du tout la même chose avec les équipes. Donc des fois, ça donne des phases un peu creuses en termes de valeur. On l'a vécu chez June, c'est assez chiant en vrai. Donc c'est là où il faut renforcer encore plus, faire encore plus d'efforts dans tout ce qui va être choses que tu fais avec ton équipe, choses que tu donnes à ton équipe. Comment tu crées du lien, comment tu crées des synergies, comment tu gères les conflits. Donc ouais, il n'y a pas de réponse magique, je dirais vraiment bien recruté, vraiment bien formé. Nous, on a lancé un truc qui s'appelle la June Academy, qui est inspiré de la Cheers Academy d'Antoine, où en gros, toutes les équipes forment les nouveaux 4 ou 5 fois par an. Et en gros, chaque équipe vient faire un cours un peu magistral sur qu'est-ce que je fais, comment on travaille, etc. Et comme ça, tous les gens qui arrivent ont tous le même niveau d'information, rencontrent tout le monde, ça prend 3 semaines, c'est long. Ils bossent à côté. Mais ça permet de mieux, entre guillemets, setter les gens dans le bon sens. Mais ouais, il y a forcément un shift parce que on est en France, quoi. Donc en France, le salariat, c'est une histoire elle toute seule, elle entière. Ouais. On fait aussi, nous, ces formations chez Respire. Et
nous, on est donc à plus petite échelle, je dirais, par rapport on a moins d'expérience que Carole, ça fait 5 ans, nous, ça fait 3 ans, quoique ça grandit quand même très vite. Il y a une chose qui a changé cette année. J'ai senti que dans la culture de boîte, il y avait quelque chose qui était différent. C'est qu'avant, comme tu le disais, c'était des amis, une bande de potes qui viennent bosser ensemble. Et maintenant, en fait, il y a des gens qui étaient les couteaux suisses qui sont partis et on a recruté des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées, expertes sur un domaine notamment. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé énormément de semaines à brainstormer entre les head-off, donc team lead, head-off et les founders sur c'est quoi les valeurs de Respire. Et on a identifié 4 valeurs. Et ces 4 valeurs, aujourd'hui, c'est ça la culture de boîte. C'est énergie positive, droit au but, on joue collectif et on est challenger. Et en fait, on recrute, tu le disais, tu recrutes les profils sur ces valeurs. Donc nous, on s'assure que les gens fit avec ces valeurs. Et moi, je vois mes équipes très régulièrement. Je fais des one-one avec énormément de personnes avec qui je bosse pas spécialement en direct. Et je leur demande toujours de s'auto-évaluer sur les valeurs. Et on trouve des axes d'amélioration sur chacune des valeurs. Parce que tout le monde n'est pas à 10 sur 10 sur les 4 valeurs. Voilà. Bien, c'est hyper vrai. Je pense qu'on est bon. Après Félix qui nous a fait ça de loin. En tout cas, merci Carole. Merci. Et merci à vous derrière les écrans et merci à Conto. Bref, moi j'ai passé un super moment et j'ai vu plein de sourires sur vos visages, donc j'ai l'impression que vous aussi.